La PDG de Propulsion Québec mettait son nom au bas d'une lettre ouverte pour se porter à la défense des mandats ou des obligations là, en matière de véhicules électriques. On sait que le Québec, comme le Canada, a une cible de 100% des véhicules vendus qui soient électriques là, d'ici 2035. Michèle Lambias-Meunier, justement, est présidente et directrice générale de Propulsion Québec. On l'accueille à l'occasion à l'émission. Bonjour, Michèle. Bonjour. Merci d'être avec nous à nouveau. Donc, je ne vais pas lire la lettre, évidemment, je laisse aux auditeurs le soin de le faire, mais je voulais un peu vous entendre pourquoi cette sortie aujourd'hui. Ça fait évidemment un sujet, là, ça fait plusieurs mois que c'est dans les médias, dans l'air du temps. D'où vous est venue l'impulsion là, de signer cette lettre, je crois, avec Daniel Breton, là, d'ailleurs, que vous la co-signez. Mais vous venez de l'évoquer, Francis. C'est vraiment en réponse à plusieurs commentaires qui circulent actuellement dans les médias, mais depuis plusieurs mois, en lien avec l'électrification des transports, en lien avec la nécessité de revoir certaines cibles, de revoir la cadence d'électrification. À cause d'un petit peu du contexte économique, du contexte géopolitique. Puis, on jugeait nécessaire de remettre certaines pendules à l'heure, puis de rappeler pourquoi des normes comme celle-là sont importantes et pourquoi l'électrification a des avantages. Ben, j'en suis un des convaincus et j'ai été tout au long de ces proto-débats là, l'un des défenseurs du véhicule électrique. Je voulais quand même justement là, vous entendre là-dessus. Là, beaucoup de chroniqueurs, dont certains de mes collègues d'ailleurs, là, que je ne nommerai pas, mais qui se sont sentis comme investis là, d'une sorte de mission de proclamer que c'était compliqué, que c'était donc je sais pas quoi, là, lourd, le pistolet, puis bon, l'anxiété de la distance et tout. Même dans certains cas sur des véhicules hybride, là, ce qui, moi, en tout cas, me fait un peu rigoler, mais comment, justement, est-ce que vous recevez là, cette espèce d'ambivalence, on va se le dire, là, dans le milieu médiatique actuellement autour du véhicule électrique? Mais il y a deux choses. D'une part, je me dis, c'est normal quand ça implique un changement de comportement euh, de la part du citoyen, de la part du consommateur. Il y a, en général, la réticence. Donc, je comprends cette réticence-là parce que ça implique ça implique de changer nos comportements, de s'adapter à des nouvelles façons de faire, d'évoluer vers des nouvelles technologies. Puis, il faut se rappeler aussi que à l'achat, au moment où on se parle, les véhicules électriques ne sont pas nécessairement plus abordables. C'est vraiment dans le tout, au niveau du coût total de possession qu'on voit un avantage économique. Donc, je comprends qu'il y a du scepticisme. Il y a aussi du scepticisme ou de la crainte par rapport à l'autonomie que vous évoquiez, à tout l'aspect des bornes de recharge. Donc, c'est un changement ou une adaptation qui doit se faire de manière progressive. Puis c'est normal qu'il y ait encore beaucoup de questionnements. Puis je pense que c'est important qu'on continue de justement sensibiliser, expliquer, pour permettre à tous les citoyens ou consommateurs de comprendre pourquoi, in fine, c'est le meilleur choix à faire. Hmm. Euh, Après, je ne vous cacherai pas que des fois, je me demande pourquoi on débat à ce point sur ce sujet-là, alors qu'il y a des sujets qui sont probablement beaucoup plus importants ou dont on devrait débattre davantage en date d'aujourd'hui. Mais bon, ce sera une autre entrevue. Hmm. Il y a quand même toute une classe politique là, qui semble avoir complètement abandonné là, toute question là, de contraintes là, en matière de, justement, là, liées à l'émission de gaz à effet de serre. Là, c'est vraiment drill baby drill, les voitures à essence et tout ça. Puis, en l'occurrence, je vais quand même leur donner ça, des slogans comme mon char, mon choix. Là, autant je trouve ça profondément jambon. Là, ça accroche, je sais pas, certains l'endossent du moins. Il y a comme pas de contrepartie, on dirait. Là. C'est comme, il y a des beaux slogans, là, tu sais, axe de taxe, là, puis encore une fois, je veux pas cibler une famille politique, je dis juste, les antis semblent avoir une organisation de communication beaucoup plus organisée, sophistiquée que là, il faut expliquer la gestion du changement, puis vous voyez ce que je veux dire? Puis encore une fois, je suis un électromobiliste, je suis un fan de l'électrification des transports, mais je sens qu'on se bat un peu à armes égales entre les pros et les contre. Comment est-ce que vous voyez justement peut-être la suite des choses là, en matière de communication, autant politique que médiatique? Mhm. Mais puis c'est intéressant parce que c'est vraiment un enjeu. C'est même pas un enjeu, mais c'est un sujet qui est devenu politisé. C'est un sujet qui s'est fait approprier par plusieurs, justement, euh, chefs politiques ou enfin pour aller rejoindre une base
anti-électrification. Donc, c'est devenu un sujet de débat, c'est devenu un sujet de campagne électorale, c'est devenu un sujet politique, malheureusement. Et c'est vrai que de le critiquer, c'est peut-être plus simple que de devoir expliquer pourquoi c'est important, pourquoi ça nous permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pourquoi c'est bon d'un point de vue de la santé publique, d'un point de vue de la prévention, de la réduction des maladies respiratoires, pourquoi économiquement c'est même positif sur le portefeuille, mais à moyen long terme, donc à court terme c'est un petit peu plus complexe. Mais il y a tellement d'éléments qu'on essaie de prendre en considération, qu'on essaie de vulgariser, mais c'est des éléments scientifiques aussi, que je crois qu'on a opté pour la voie qui est peut-être pas la bonne voie, mais qui est la voie justement des arguments, des faits, des constats, et non pas d'y aller avec des slogans des fois un petit peu simplistes. Évidemment, au Canada et comme aux États-Unis, ce sujet, bon, un peu qui fait un peu débat, là, qui est celui d'imposer à la Chine là, des tarifs quand même prohibitifs là, à l'importation, si bien qu'on n'en voit aucun. Ça revient là, régulièrement dans l'actualité. Il y a même une majorité de Canadiens qui se sont prononcés en faveur là, du retrait de ces tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois. Vous l'avez dit tout à l'heure, la question du prix reste au cœur de l'enjeu. Le jour où les véhicules électriques vont être moins chers que les véhicules à l'essence, j'ai l'impression que la conversation va changer assez rapidement. Est-ce que vous voyez éventuellement un changement justement au niveau soit de ces tarifs ou au niveau de la tarification des véhicules sur un horizon là, de 5 à 10 ans qui est celui dont on discute là, avec ces mandats, là, avec ces obligations d'ici 2035? Absolument. Propulsion Québec, c'est d'ailleurs prononcé en faveur de ces tarifs douaniers-là sur des véhicules électriques chinois et même certaines des composantes qui sont fabriquées en Chine. Ouais. La raison pour laquelle on s'était prononcé en faveur, deux arguments principalement. Le premier, c'était vraiment pour protéger nos investissements, protéger notre industrie qui est encore naissante au Québec, au Canada, dans le milieu, dans l'industrie des véhicules électriques et toutes ces composantes et les infrastructures de recharge. Donc, c'était pour protéger nos investissements et nos compagnies. Puis, c'était aussi pour, puis ça, c'était un petit peu avant l'élection de M. Trump, c'était aussi pour s'aligner avec les États-Unis, nos alliés à ce moment commerciaux. Et puis, on s'est dit, ben eux vont vers ça. C'est positif qu'on aille nous aussi vers ça. Aujourd'hui, le contexte a changé et peut-être qu'on devrait repenser ces tarifs douaniers-là, puis peut-être que c'est pas 100% de tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois, peut-être qu'on devrait le repenser ou le moduler pour se coller davantage à l'Union européenne, qui sont entre 30 et 50% le selon. Donc, justement, pour ne pas être un territoire de dumping là, ou de contournement, une voie de contournement envers les États-Unis, évidemment. Ouais. Mais pour protéger quand même nos investissements locaux. Parce qu'on s'entend qu'il y a entre les partisans des véhicules électriques et leurs détracteurs, j'ai l'impression une grosse moyenne qui est un peu indifférente en fait, là, c'est-à-dire que c'est pas dans leur identité que de brûler du gaz ou de conduire un char électrique, mais qui ultimement vont répondre au signal du prix. Et puis le jour où les chars électriques auront 500 km d'autonomie et seront 25 000 $, je sens que la conversation va changer assez rapidement. Aujourd'hui, on sent quand même que c'est un privilège qui est réservé, bon, peut-être pas aux riches, mais quand même à la classe moyenne haute. Là. Je veux dire, comme vous l'avez dit, le prix à l'achat est pas mal plus élevé. Fred Bastien était avec nous. Il y a évidemment toujours plein de commentaires sur ce sujet-là. J'aimerais t'entendre aussi. Oui, je pose la question parce que je viens de la recevoir. Là. Il y a Eric qui pose la fameuse question du coût de remplacement des batteries. Lui, il dit, bon, par rapport à l'économie à long terme, il dit c'est extrêmement dispendieux de changer la batterie. Quelle est votre perspective là-dessus? Mais c'est vraiment, il faut vraiment penser au coût total de possession. Donc, un exemple là, comparatif qu'on utilise souvent, c'est par exemple un modèle électrique comme la Nissan Leaf, là, qui est à peu près avec la borne comprise là, avant subvention, qui est à peu près à 44-45 000 $ versus une Civic qui est à 35 000 $ à peu près. Le prix est beaucoup plus élevé et plus élevé à l'achat pour des modèles comme ceux-là, qui sont des modèles de moyen gamme, là, on va dire, mais on a vraiment un coût d'énergie puis un coût d'entretien qui est moindre sur les véhicules électriques. Puis on peut voir là, que sur 10 ans, on a une économie d'à peu près 30 000 $. Donc, tout coût confondu, incluant l'entretien, la batterie, sur une période de 10 ans, on va économiser à peu près 30 000 $. Donc,
il faut le considérer. Mais c'est sûr qu'au moment de l'achat, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de disponibilité de véhicules électriques très abordables. Et j'ajouterais à ça que, bon, le cas des batteries là, est assez particulier, mais il y a énormément de batteries qui durent 3, 4, 500 000 $. Donc, les cas très, très rares où les batteries doivent être remplacées sont, je pense, moins fréquents que les cas où les moteurs doivent être remplacés. Puis, je pense qu'un moteur, ça ne doit pas coûter 2000 $ non plus là, dans un véhicule à essence. Donc, je pense qu'il faut comparer aussi là, des pommes avec des pommes. Mais les gens ont peur aussi parce qu'il y a eu plein d'histoires là, de batteries qui ont dû être remplacées. Ouais, puis, bon, les moteurs, c'est plus rare que ça arrive là, quand même. Je pense que Michel le disait bien, il y a un peu de crainte là-dedans, il y a de la nouveauté, il y a une gestion du changement. Je continue encore une fois à être convaincu, moi personnellement, que lorsque le prix sera juste, puis j'annonce la question du coût total de possession, mais on reste heureusement ou malheureusement au Canada, au Québec, très attaché au prix affiché à l'achat. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore un peu de marge là, pour que les véhicules électriques baissent de prix. Et là, il y aura éventuellement vraiment un calcul qui sera assez évident là, pour beaucoup de ménages québécois. Un mot de la fin, Michel Yambes-Meunier? Bien, j'allais dire, c'est pour ça qu'on doit maintenir les incitatifs à l'achat. Puis c'est principalement parce que, puis nous, notre position, c'est de dire maintenons-les jusqu'au moment où on aura une parité du coût à l'achat, justement. Donc, de maintenir des normes prévisibles puis de maintenir des incitatifs prévisibles, ça va nous aider à atteindre nos cibles. Michel Yambias-Meunier, je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de Propulsion Québec et autrice d'une lettre ouverte là, avec Daniel Breton sur la question justement de cette électrification des transports individuels. Merci beaucoup. Merci à vous.